rejoindre sur Radio Mali à Bamako, il est 13h et 8h à New York, c'est aux États-Unis. Le journal, Ibrahima Traoré. C'est 13h dimanche, mesdames, messieurs, voici le sommaire avec à la une le premier forum pour le développement de la région de Dioïla. Une initiative de la coordination des associations et ressortissants et sympathisants de la région. Moïse Traoré est sur place où les concertations se poursuivent. Il nous fera le point des travaux en cours. Dans ce 13h dimanche, nous irons à New York qui accueille la 67e commission sur le statut des femmes. Demain lundi, le ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille prononcera un discours sur la situation des femmes du Mali. Awa Ditma Kamara sera en ligne de New York. Nous serons également en direct de Dakar avec Mohamed Diarra qui suit la célébration à Dakar donc du 51e anniversaire de la création de l'OMVS. Eh bien, l'occasion était donc hier, l'occasion était opportune pour le haut commissaire de l'organisation, le Mauritanien, de se targuer des acquis de l'OMVS, mais aussi il reconnaît les difficultés de mobilisation des ressources financières pour la mise en œuvre du volet navigation qui constitue la troisième composante de l'OMVS. Assure les explications depuis Dakar avec notre envoyé spécial Mohamed Diarra. Nous ferons également le point de toute l'actualité internationale dans ce 13h dimanche. Et les sports, ce sera avec vous, Famourou Diorté, bonjour. Quel est le menu de cette page des sports ce dimanche? Nous parlerons du basketball, du football et de la boxe dans la page sport de ce 13h dimanche. Le Stade Malais de Bamako joue cet après-midi contre l'US Monastir. En football, le Sénégal a remporté la CAN des moins de 20 ans en Égypte. Et dans le noble art, Carlos Takam s'est offert Tony Yokar hier soir à Paris. C'était un duel franco-français. L'actu des sports à ne pas manquer dans une vingtaine de minutes. Et puis l'invité de ce 13h dimanche est Seydou Koulibaly, promoteur du festival Didadi de Bougouni. La 10e édition ferme ses portes dans quelques instants. Il nous fera le bilan de ce rendez-vous artistique, culturel et touristique dans le Bani Bounetier. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs, encore une fois. Installez-vous confortablement, tout de suite les détails. Tout d'abord, en ouverture de ce 13h dimanche, le chef d'état-major de l'armée de terre en visite de terrain dans les régions numéro 1, dans les régions militaires numéro 1 et numéro 7. Le général de brigade Aruna Samake est allé au contact des hommes pour s'enquérir de leurs conditions de travail. C'est aussi l'occasion pour lui de rassurer et rehausser le moral des troupes engagées sur les théâtres d'opération. On fait le point depuis Gao avec Aliou Idrissa Maïga. 3 semaines après sa prise de fonction, le chef d'état-major de l'armée de terre s'est rendu dans les localités de Gao, Bourem, Menaka et Ansongo. Par ce déplacement, le général de brigade Aruna Samake et la forte délégation qui l'accompagne veulent être auprès des hommes pour mieux s'enquérir de leurs conditions de travail, mais aussi les encourager à redoubler d'efforts pour sécuriser les personnes et leurs biens. Général de brigade Aruna Samake, chef d'état-major de l'armée de terre. L'objectif de ma tournée en première région et en 7e région militaire, c'est venir auprès des hommes, m'enquérir de leurs conditions de vie et de travail et essayer de faire une amélioration sur ce sujet. Ensuite, faire passer un message en ce qui concerne la cohésion. Au cours de cette première sortie dans les régions militaires numéro 1 et 7, le chef d'état-major de l'armée de terre a eu des échanges à huis clos avec les chefs militaires. Dans toutes les localités sillonnées, il a recommandé aux hommes de prendre soin des équipements et maintenir la discipline. Général de brigade Aruna Samake, chef d'état-major de l'armée des terres. Comme l'a toujours dit son Excellence le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, la population civile est le centre de gravité de notre action que nous menons sur le terrain. Donc il est important de rappeler aux hommes qu'ils sont là, pas pour eux-mêmes, mais pour la population civile. Pour le secteur numéro 1, la visite du chef d'état-major de l'armée de terre réconforte et remonte le moral des troupes sur les théâtres des opérations. Colonel Issa Bagayoko,
commandant de la région militaire numéro 1 et chef secteur 1 de l'opération Maliko. Nous avons profité de cette visite, donner au chef d'état-major de l'armée de terre un aperçu sur la situation, capacité opérationnelle, les conditions de vie et de travail au sein de la région militaire numéro 1 et exposer une perspective dans le cadre du soutien de l'armée de terre au profit des opérations. À Gao, le chef d'état-major de l'armée de terre a rendu une visite de courtoisie au directeur de cabinet représentant le gouverneur de la région avant de faire un tour au camp 2 où il a été reçu par le colonel Lassina Sidibé, commandant du 13e régiment d'artillerie. Gao, Aliou Idrissa Maïga pour l'ORTM. Érigé en région en mars 2012, Dioula veut amorcer son décollage économique. Si des contraintes existent, les atouts ne manquent pas. Ce matin, le premier forum pour le développement de la région présente les conclusions de ces réflexions ouvertes hier par le gouverneur de région. La concertation est une initiative de la coordination des associations des ressortissants et sympathisants de la région de Dioula. On en parle avec notre envoyé spécial dans la région, Moïse Traoré. Bonjour. Bonjour, Brahma. Alors, Moïse Traoré, Dioula, la région de Dioula se glorifie beaucoup de ses atouts, n'est-ce pas? Alors, il faut dire que c'est une zone de production cotonnière et céréalière et que la région est baignée par plusieurs fleuves. Ils sont 3 fleuves en tout, Bagoué, Baoulé et Banifi, en plus de rivières et de marigots. La pêche traditionnelle y est donc une activité de prédilection. Malheureusement, a fait remarquer le président de la coordination des associations des ressortissants et sympathisants de la région de Dioula, Carsid, l'érosion et la déforestation contribuent à la dégradation des ressources naturelles au niveau régional. L'orateur de rappeler que le concurrent Samori Touré faisait venir de la zone une importante quantité céréales pour l'alimentation de ces troupes. À la suite du professeur Solikone, président de la CARCID, le parrain s'est réjoui que la problématique de la dégradation des ressources et d'autres soit débattue durant les 2 journées. Le général Moussa Senko Koulibaly a énuméré comme élément de réflexion la prise en compte des jeunes et des femmes dans les différents processus de développement, de même que la construction de voies d'accès. Pour le gouverneur Abdallah Faskoy, l'initiative du forum est la bienvenue quand on sait qu'il ne saurait avoir progrès sans union. La rencontre qui tire vers sa fin identifie les projets et les opportunités d'affaires pour la région créée par une loi du 2 mars 2012. Les recommandations actuellement en validation permettront d'élaborer un document stratégique de plaidoyer pour le développement de la région. Enfin, en janvier 2018, la Direction nationale de la population estimait la population de la région de Dioula à 653 435 habitants, alors que la superficie de la région est évaluée à 12 794 000 km². Envoyés spéciaux au RTM, depuis Dioula donc, Moïse Traoré et Karunga Konaté. Traoré. Merci beaucoup Moïse Traoré en ligne de Dioula. Rendons-nous à présent à New York qui accueille, je vous le disais, la 67e commission sur les conditions des femmes. Demain lundi, la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille prononcera un discours sur la situation des femmes du Mali. Ouadidji Founé Koulibaly devrait mettre un accent particulier sur les avancées et les défis liés à la condition de la femme au Mali. Mais déjà, hier, la délégation malienne a animé un panel sur les technologies de l'information et de la communication. C'est en lien avec le thème 2023 de la rencontre. Awa Ditma Kamara, bonjour. Vous êtes notre envoyé spécial à New York. Faites-nous le point de la participation malienne au CSW cette année. Bonjour Ibrahim Traoré, bonjour chers auditeurs. Depuis le 6 mars 2023, une forte délégation malienne prend part à la 67e session de la Commission de la condition de la femme à New York. Et la délégation est conduite par le ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Ouadidji Founé Koulibaly portera la voix des autorités de la transition à la tribune des Nations Unies demain lundi 13 mars 2023. Et pour cet exercice, elle parlera non seulement des femmes et des filles de tous les horizons et des 4 coins du Mali dans le domaine du numérique, mais aussi des obstacles auxquels elles font face, qu'il s'agisse des injustices structurelles, de leur marginalisation, des violences, des crises en cascade dont elles sont les premières et principales victimes, ou encore du fait qu'elles sont privées de leur autonomie personnelle.
Et Ibrahim, il faut savoir que notre pays, à l'instar de beaucoup d'autres pays, organise également des side events et multiplie les rencontres pour des partenariats féconds. Le premier panel portait déjà sur le thème de cette 67e session, à savoir pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Voilà, Ibrahim, le point de la participation des femmes maliennes à cette 67e session. Merci beaucoup, Awa Ditma Kamara, en ligne de New York, où Wadidje Founé Koulibaly, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, prononcera donc demain un discours à la tribune des Nations Unies sur la situation des femmes du Mali. Partons à présent à Dakar, qui a célébré hier le 51e anniversaire de la création de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS. Une occasion pour le haut-commissaire de l'organisation, le Mauritanien, de se targuer des acquis de l'OMVS sur les volets agriculture et hydroélectrique. Toutefois, il reconnaît des difficultés de mobilisation des ressources financières pour la mise en œuvre du volet navigation qui constitue la troisième composante de l'OMVS. On en parle avec notre envoyé spécial à Dakar, Mohamed Diarra. Bonjour. Oui, bonjour, Léon Traoré. Alors, sous quel signe est placé ce 51e anniversaire de l'OMVS ? Tout ce qu'on peut dire, Ibrahim Traoré, c'est que l'organisation sous-régionale est aujourd'hui en quête de stabilité économique par l'an. Face à la presse, le haut-commissaire de l'OMVS a lancé un véritable cri de cœur aux bailleurs de fonds et aux chefs d'État de l'OMVS d'inscrire dans leur budget un montant destiné pour le financement des grands projets de l'organisation. Depuis sa création, les deux composantes, vous l'avez dit, sur 3 de l'OMVS ont pu être réalisées à plus de 70%. Il s'agit du développement de l'agriculture et la production énergétique avec la réalisation des barrages de Manantali, Gouina et Djamam. Aujourd'hui, il urge de mettre le cap sur la navigation. La navigation qui était le thème central de la célébration de ce 51e anniversaire de la création de l'OMVS. Ce sont plus de 500 milliards de francs CFA qui doivent être mobilisés pour la réalisation de ce projet gigantesque. En attendant de convaincre les bailleurs de fonds, il est demandé aux 3 pays qui sont le Mali, le Sénégal et la Mauritanie d'apporter chacun une enveloppe de 10 milliards de francs CFA et la société de gestion pour la navigation du fleuve Sénégal contribuera à hauteur de 5 milliards de francs CFA, un montant total de 35 milliards qui devrait permettre d'entamer les travaux préliminaires d'ici la fin de l'année. Le haut-commissaire de l'OMVS, qui a pris fonction il y a 4 mois, est convaincu de l'engagement des chefs d'État à faire de ce rêve longtemps caressé une réalité pour le bonheur des populations riveraines. Alors, Mohamed Diarra, quels sont les avantages de ce projet de navigation pour le Mali une fois mis en œuvre ? Oui, vous l'avez dit, les avantages sont multiples pour le Mali, qui est un pays littoral. La mise en œuvre du projet devra permettre de restaurer la navigation sur le fleuve Sénégal. Il contribuera à assurer la navigation pérenne entre les ports de Saint-Louis au Sénégal et d'Ambidéli au Mali sur une distance de 905 km. L'autre avantage est qu'il permettra aussi d'assurer la continuité du transport des fret par la navigation maritime à travers le port fluvio-maritime de Saint-Louis. Ibrahim Traoré, il faut préciser que le Mali est un pilier important dans le fonctionnement de ce patrimoine légué par les pères de l'indépendance, Modibo Keïta et ses compagnons, qui ont mûri l'idée de la création de cette organisation dans les années 1960, qui deviendra plus tard l'OMVS le 11 mars 1972. De cette date à nos jours, 9 hauts commissaires se sont succédés, dont 3 Maliens, Mohamed Ahmed Amani, de 1987 à 1992, Cheikhna Seydi Amari Jawara, de 1998 à 2002, et Ahmed Diane Semega, dont le mandat a pris fin en novembre 2022. Et c'est le Mali qui assure la présidence de l'organisation avec le colonel Assimi Goïta comme président de la conférence des chefs d'État de l'OMVS. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Mohamed Diarra, en direct de Dakar. L'actualité internationale dans quelques instants. Tout d'abord, en République démocratique du Congo, près de 3 millions de personnes à Goma et au nord Kivu ont besoin d'une assistance humanitaire pour venir en aide à ces personnes affectées par les combats entre l'armée congolaise et le M23. L'Union européenne a mis en place un pont aérien. On en parle avec vous, Bourama Traoré. Bonjour. Bonjour, Ibrahima Traoré. Alors, le premier avion
humanitaire a atterri vendredi dernier à Goma, dans l'est du pays, avec à son bord 35 tonnes d'aide, n'est-ce pas? C'est une aide d'urgence de l'Union européenne sur fond de crise sécuritaire. L'UE avait annoncé le 4 mars dernier de la mise en place d'un pont aérien pour venir en aide aux populations affectées par les combats entre l'armée congolaise et les mouvements M23. Une volonté concrétisée le vendredi dernier avec l'arrivée du premier avion humanitaire à Goma dans l'est de la RDC qui accueille aujourd'hui 600 000 déplacés à bord. Quelques 35 tonnes d'aide, notamment des tentes, des matelas, des kits d'hygiène et bien d'autres produits. Pour ce pont aérien, l'Union européenne annonce avoir déboursé 47 millions de dollars, soit une trentaine de milliards de francs CFA. Un second avion est attendu mardi ou mercredi dans la capitale provinciale du Nord Kivu, qui enregistre 2,3 millions de déplacés, selon un diplomate européen sur place, pour qui la RDC est la première crise humanitaire en Afrique. Il faut se mobiliser parce que la situation est vraiment grave, a-t-il conclu. De son côté, l'ONU estime que le conflit entre l'armée congolaise et les M23 a fait plus de 800 000 déplacés depuis la reprise des combats en octobre dernier. On se rappelle, au mois de février, le gouvernement congolais et la communauté humanitaire avaient lancé un plan de réponse 2023 chiffré à plus de 2 milliards de dollars. Un fonds qui servira à financer les besoins jugés critiques de 10 millions de personnes vulnérables dans le pays. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Bourama Traoré, l'Angola a annoncé hier samedi qu'il allait déployer un contingent de soldats pour soutenir les opérations de maintien de la paix en République démocratique du Congo suite à des consultations avec les autorités de la RDC. Dans un communiqué publié hier samedi sur le compte Facebook de la présidence, il a été révélé que l'objectif principal des soldats serait de sécuriser les zones de cantonnement du mouvement du 23 mars à M23 et de protéger les membres du mécanisme ad hoc de vérification. Le Cameroun vibre ce dimanche au rythme des élections sénatoriales. Seuls les conseillers municipaux et régionaux votent aujourd'hui. Sont mis au vote 70 sièges de sénateurs. Les 30 restants seront renommés par le président Paul Biya. Il y a 5 ans, le RDPC avait remporté 63 des 70 sièges mis au vote, avec les 30 nominations qui ont suivi par décret. Cela faisait donc 93 sénateurs sur 100 acquis au président Paul Biya. Pour ce scrutin, le parti majoritaire part une nouvelle fois en position de force avec des candidats dans les 10 régions du Cameroun, parfois sans concurrence, comme dans la région du Sud et celle du Sud-Ouest. 3 des 4 terroristes qui s'étaient évadés de la prison centrale de Nouakchott dimanche dernier ont été neutralisés selon un communiqué co-signé hier samedi par les ministères mauritaniens de la Défense et de l'Intérieur. Le 4e fugitif a été arrêté lors de la même opération menée par les forces armées et la gendarmerie antiterroriste au niveau de la wilaya de l'Adrar dans le nord du pays. C'est dans une zone de montagne accidentée, ajoute le communiqué. Il fait en outre état d'un gendarme mort au cours des échanges de tirs avec les évadés. L'Italie, interception de plus de 1000 migrants qui tentaient de partir des côtes tunisiennes vers l'Italie. Donc, parmi eux, près de 954 subsahariens sont partis des côtes de Sfax et de Sousse à l'est de la Tunisie. Les explications avec vous, Lassina Keita. De nombreuses tentatives de départ sont constatées par les autorités tunisiennes à cause de l'amélioration des conditions météorologiques. Dans la nuit de jeudi à vendredi, plus de 1000 migrants ont été interceptés par les gardes frontières de la Tunisie alors qu'ils tentaient de partir de façon irrégulière des côtes tunisiennes vers l'Italie. Parmi eux, près de 954 subsahariens partis des côtes de Sfax et de Sousse. Le phénomène prend de l'ampleur et la Tunisie est sous pression migratoire, surtout depuis que l'Italie a multiplié les entretiens avec le ministère des Affaires étrangères tunisien autour de la limitation de l'immigration irrégulière depuis début janvier. Les dernières interceptions montrent que les migrants subsahariens sont toujours présents en majorité dans les navires de fortune qui partent vers Lampedusa et les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2022, ils représentaient un peu moins de la moitié des migrants sur 32 000 arrivés en Italie. En mi-février 2023, la plateforme d'appel d'urgence Alarme Phone signalait que 352 migrants subsahariens avaient été secourus
par les gardes-côtes tunisiens. Sur 423 candidats à l'exil, d'après Frontex, l'agence européenne des gardes-frontières, le nombre d'arrivées de migrants par la route de la Méditerranée centrale a connu une augmentation de 116% en janvier et février 2023. Des victimes sont également signalées. Selon la garde nationale tunisienne, 14 migrants subsahariens sont morts le 9 mars dernier suite au naufrage de leur embarcation. 54 autres ont été secourus. Merci beaucoup, Lassina Keita. Les États-Unis dans l'actualité avec le fossé qui se creuse entre l'ancien président Donald Trump et son vice-président Mike Pence a déclaré hier soir que l'histoire tiendra pour responsable Donald Trump pour son rôle dans l'assaut contre le Capitole. C'était le 6 janvier 2023. C'est donc tout ce qu'on pouvait retenir de l'actualité internationale dans ce 13h dimanche. Et l'on en vient à l'invité de cette édition en ligne avec nous, Seydou Koulibaly, promoteur du festival Didadi de Bougouni. La 10e édition ferme ses portes dans quelques heures. Monsieur Koulibaly, bonjour. Bonjour, monsieur Koulibaly. Est-ce que vous m'entendez? Alors, vous venez de tenir la 10e édition du festival Didadi. Sous quel signe était placée cette édition majeure? Est-ce que vous êtes satisfait du déroulement de cette édition? Bonjour tout le monde, je suis Seydou Koulibaly, le directeur du Festival international Didadi de Bougouni. C'est le signe de cette édition, ce n'est autre que la cohésion sociale, l'intégration des peuples, mais aussi le thème central qui se base un peu sur le défi de valorisation des potentialités culturelles et touristiques de la région de Bougouni. Car nous constatons que Bougouni égorge vraiment de potentialité culturelle et touristique, méconnue non seulement par la population de Bougouni, mais aussi un peu par le secteur du tourisme malien. Donc nous avons quand même décidé cette année de mettre ces sites en valeur au grand profit de la population de Bougouni et du Bani Monotié en général. Et aujourd'hui, quel est l'impact de ce rendez-vous culturel sur le quotidien des populations du Bani Monotié? Vous savez, l'impact est énorme parce que nous avons fait un sondage auprès de la population, des micro-trottoirs même sur le site. Et nous constatons quand même avec joie qu'il y a un impact économique très élevé du festival sur des activités qui se tiennent quotidiennement à Bougouni. Et la population se réjouit beaucoup de ce festival. Et cela n'étonne pas parce que si vous constatez, ça fait 10 ans quand même que c'est un festival qui est sur pied et d'année en année, ça prend de la valeur. Donc l'impact économique sur la population n'est pas vraiment à discuter. Ça se fait voir avec des témoignages à l'appui. En termes de perspective, quel est le cap que vous comptez franchir pour les années à venir? Vous savez, nous venons de franchir un cap très intéressant, c'est-à-dire 10 ans. 10 ans d'activité. Comme on le dit chez nous, après 10 ans, on doit être en mesure réellement de comprendre un peu ce que nous faisons. En tout cas, une chose est sûre, nous avons une certaine maturité en la matière et nous savons qu'à partir de l'instant, ce festival quand même rentrera dans un autre sens de profit au niveau culturel, au niveau social. C'est-à-dire que nous ferons en sorte que ce festival soit vraiment une attraction touristique du Mali, généralement vers la région de Bougouni. Ça, c'est notre objectif visé. Monsieur Koulibaly, avez-vous un message particulier à lancer aux populations de Bougouni et aux Maliens en général en ce moment précis? L'appel que je lance à la population de Bougouni et même du Mali en général, c'est de nous faire confiance et surtout, comme j'ai dit, notre appel va un peu à l'endroit des bailleurs de fonds, des sponsors et autres, qui en réalité sont un peu timides, mais qui peuvent vraiment gagner tout aussi avec nous. Et ça, c'est d'un. De deux aussi, comme j'ai dit, l'objectif principal du festival, c'est un peu, comme j'ai dit, c'est la cohésion sociale. Et quand il y a la cohésion sociale, la paix règne. Et quand il y a la paix, tout le monde voit quand même que le pays se développe. Et je ne peux pas passer sous silence cette 10e édition qui, pour nous, était un cap très intéressant. Parce que pour qui suivait un peu le programme, nous avons eu des baobabs de la musique malienne pour cette 10e édition, à savoir Salif Keita et le maestro Cheikh Tidiane Seck, qui nous ont vraiment tenus émerveillés durant tout le week-end.
Donc, c'est pour vous dire que ce festival aujourd'hui est une activité culturelle très importante au Mali et qui n'est pas du tout négligeable dans l'agenda culturel du Mali. Monsieur Seydou Koulibaly, je rappelle que vous êtes directeur du festival Diladi de Bougoudi. Merci de répondre à nos questions et passer nos salutations au gouverneur de la région, le général Keba Sangari. Merci de répondre à nos questions. S'il vous plaît, le réseau un peu. Le journal des sports, Famourou Diourté, bien installé dans ce studio, bien installé. Très bien, Ibrahima Traoré. Alors, basketball, BAL 2023, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Le stade malien de Bamako entre en lice ce dimanche dans la conférence du Sahara. Oui, la Basketball Africa League, puisque c'est ça qu'on appelle, c'est le nom de la compétition, la Basketball Africa League, concerne uniquement les messieurs. Pour le moment, le stade malien de Bamako, champion du Mali, entre dans la danse aujourd'hui à 17h30 temps universel. Ce sera contre le champion en titre, l'US Monastir de Tunisie. Les clubs jouent à nouveau dans deux conférences, la conférence du Sahara et du Nil. Le Stade Malais de Bamako est dans le groupe de la conférence du Sahara avec l'US Monastir de Tunisie, Kwara Falcons du Nigeria, l'AS Douanes du Sénégal, Rwanda Energy Group et ABC Fighters de Côte d'Ivoire. La conférence du Sahara a débuté ce samedi 11 mars à la Dakar Arena avec ABC Fighters qui a battu par 76 à 70 l'AS Douanes du Sénégal. Et toujours en basketball, la deuxième journée du championnat national de première division hommes et dames a pris fin ce dimanche, ce samedi. Oui, chez les dames, le Djolobassé a remporté son duel face au Stade malien de Bamako 79-66. Après leur défaite inaugurale, les Rouges de Bamako lancent ainsi leur saison avec ce succès. Calaban Sport Club KSC enregistre sa deuxième victoire en autant de matchs. Après le Djoluba lors de la première journée, c'est l'AS Commune 6 qui a mordu la poussière devant KSC 72-68. À Kaï, les policières sont allées l'emporter devant le centre Salamatou Baïga de la localité par 48-43. Toujours dans la cité des rails, l'AS Police Homme a aussi pris le meilleur sur le Sigui local 55-58. En ouverture des rencontres de samedi, Atar Club de Kidal a battu l'AS Mandé par 58-46. Vendredi 10 mars, l'AS Real Dame s'est imposé devant l'USFAS 82-74. Du côté des messieurs, l'AS Real a gagné également contre l'USFAS par 74-64. Et je signale que le Stade malien de Bamako, homme champion en titre, n'a pas encore commencé en championnat en raison de sa participation à la BAL 2023. D'accord. Football à présent, le Sénégal est encore sur le toit de l'Afrique cette fois-ci. Chez les moins de 20 ans. Oui, après la CAN des seniors, le beach soccer, le CHAN au mois de février dernier, c'est au tour des moins de 20 ans du Sénégal de monter sur le toit de l'Afrique. Suleiman Faye, 6e minute, et Mamadou Lamine Camara, 56e minute, ont été les bourreaux de la Gambie en remportant les 6 matchs disputés avec la meilleure attaque, 14 buts marqués pour 0 encaissés. Le Sénégal a surnagé dans cette CAN U20. En plus d'être les champions d'Afrique, les Sénégalais ont aussi triomphé sur les distinctions individuelles. Lamine Camara est désigné meilleur joueur du tournoi. Pape Demba Diop est élu meilleur buteur avec 5 réalisations. En ce qui concerne le meilleur gardien, Landing Badji, sans surprise, est récompensé avec 0 but encaissé dans le tournoi. Quatrième journée des matchs de groupe de la Ligue des champions de la CAF. Al-Ali d'Égypte est au bord du gouffre. Ça va très très mal pour Al-Ali, recordman du nombre de titres en Ligue des champions de la CAF, 10 titres, est parvenu en finale des 3 dernières éditions. Le géant Cairot a sombré 5 buts à 2 à Pretoria sur le terrain de Mamelodi Sundowns ce samedi à l'occasion de la 4e journée du groupe B. Alors que ce résultat permet à Mamelodi Sundowns de se qualifier pour les quarts de finale, Al-Ali n'a plus son destin en main. Les Diables Rouges seront contraints de battre Coton Sport, déjà éliminé lors de la prochaine journée, tout en priant pour que les Soudanais d'Al Hilal ne battent pas les Sundowns avant éventuellement une grande explication au Caire lors de la dernière journée. Alors souvent en mode diesel, le géant égyptien a déjà connu des difficultés en phase de groupe ces dernières années, notamment en raison de ses participations au Mondial des clubs qui compliquent ses entames, mais cette fois, l'heure est très très grave. Il n'y avait pas que cette rencontre ce samedi pour compléter les résultats de la 4e journée en Ligue des champions de la CAF. Dans le groupe A, la victoire était essentielle en cette 4e journée pour la JS Kabylie, battue 1-0 par Vita Club lors de la précédente journée. La JSK a rectifié le tir en s'imposant à domicile 2-1.
Toujours dans ce groupe A, le Wydad de Casablanca retrouve son rythme de champion. Les Marocains sont allés battre Petro Luanda en Angola par 2-0. Ce succès propulse les champions en titre à la tête du groupe A avec 9 points. La GS Kabylie est deuxième avec 7 points. Les Angolais de Petro Luanda sont troisième avec 4 points. L'AS Vita Club de la RDC ferme la marche avec 3 points. La quatrième journée des matchs du groupe de la Ligue des champions de la CAF a débuté mardi 7 mars avec 5 rencontres. Al Hilal Omdurman, Raja Casablanca, Simba SC, Serge Beloudad et Zamalek du Caire ont tous gagné. On termine avec la boxe. Le franco-camerounais Carlos Takam a dominé Tony Yoka la nuit dernière à Paris. Oui, comme un air de déjà-vu, 10 mois après sa première défaite en carrière face au Congolais Martin Bakolé, Tony Yoka a encore perdu ce samedi 11 mars, cette fois contre Carlos Takam. Le franco-camerounais l'a emporté au point après 10 rounds d'échange 96-94. Takam compte désormais 40 victoires, 7 défaites et un match nul, alors que Yoka affiche un palmarès de 11 victoires et 2 défaites. Ça devait être une passation de pouvoir entre deux générations, mais au final, cela n'a été qu'une confirmation. Yoka a encore du chemin à faire pour peser chez les lourds. Forcément déçu de concéder une deuxième défaite de suite après avoir aligné 11 victoires, Tony Yoka a réagi après le combat. Je veux juste remercier tout le monde. 10 mois que je n'ai pas boxé. Je voulais donner un vrai combat au public. Félicitations à Carlos Takam. Il a été plus fort. Cette année, je suis très déçu. J'ai progressé sur certains aspects, mais pas assez. Il faut que je retourne au boulot. De son côté, Carlos Takam a eu des mots réconfortants à l'endroit de son adversaire d'un soir. Tony, c'est le futur de la boxe en France. Moi, je crois en lui. J'ai beaucoup travaillé pour ce combat, plus que face à Joshua. Je suis fan de Tony. Pour info complémentaire, Carlos Takam et Tony Yoka sont tous deux originaires de l'Afrique. Alors, Takam est franco-camerounais et Yoka franco-congolais. La France se vante aujourd'hui de ces deux combattants. Merci pour toutes ces explications sportives. Merci beaucoup, Famuru Djourté. La santé dans quelques instants. Focus santé. Le monde célébrait ce 9 mars la journée mondiale du rein qui sensibilise chacun à prendre soin de cet organe. Dans ce numéro de Focus Santé, nous avons décidé de passer une journée avec un dialysé. Il s'appelle Sana Nantoumé et souffre d'insuffisance rénale chronique. Avec Baraki Sawatara, voyons en rediffusion ce que vivent des milliers d'insuffisants rénaux. Nous sommes samedi, un jour ordinaire pour beaucoup, mais spécial pour Sana Nantoumé. Depuis 2019, les mercredis et samedis sont ses jours de dialyse. Sana Nantoumé, patient. Quand je suis venu à Bamako, j'ai fait le premier bilan qu'on a constaté que la créatinine est trop élevée. Après, ils m'ont dit que ce n'est plus possible de traiter comme ça. Et la solution finale, ça sera la dialyse. Non loin de chez lui se trouve la grande famille où il se rend chaque fois avant d'aller à l'hôpital et qui a été d'un grand soutien pour lui. Drissa Guindo, oncle de Sana Nantoumé. Il a commencé les premières séances de dialyse au Pongé et maintenant il continue au niveau de Gavardou à Sevenokoro depuis maintenant pratiquement 3 ans. Il est 7 heures. Nantoumé, comme toujours, va se faire accompagner par un cousin. Quelques 30 minutes suffisent pour arriver à destination. Un peu en retard, Nantoumé va devoir suivre le rang en attendant qu'ait fini le tour des patients arrivés un peu plus tôt. Quelques minutes plus tard, l'infirmier passe à l'appel en suivant l'ordre d'arrivée des patients. Heureusement, Nantoumé fait partie des 3 premières personnes. Pendant qu'il s'installe, Ayouba Mahamadou Maïga, lui, vient de terminer. Il est sous dialyse depuis 15 ans et c'est lui le président de l'association des dialysés de cet hôpital. Je me sens mieux aujourd'hui précisément. Une fois dans la salle, la première étape consiste à se faire peser. Avec cette procédure, notre patient va déterminer le nombre de kilos qu'il doit perdre. Ces kilos en trop correspondent aux déchets et au surplus d'eau accumulés depuis la dernière séance, tout ce que ces reins n'ont donc pas pu éliminer par eux-mêmes. L'infirmier Oumar Diarra est celui qui va s'occuper de notre patient. Il prend d'abord sa tension artérielle, procède ensuite au branchement en ponctionnant la fistule à l'aide d'aiguilles spécifiques. Celles-ci sont fixées de manière à ce qu'elles restent en place pendant toute la séance. Oumar Diarra, infirmier. Bon, maintenant, je commence le branchement. Ça est sorti ici. Ça va directement
dans la machine, ça suit le circuit. L'épuration, ça se passe ici. L'eau et puis le sang là-bas s'est retrouvé. C'est ces filtres qui jouent donc le rôle de son rein et éliminent les déchets contenus dans le sang. Une fois épuré, il emprunte un autre tuyau et retourne dans le corps du patient. Oumar Diarra, infirmier. Ça, c'est le produit qui va permettre que le sang ne se coagule pas dans la machine pendant les 4 heures. Là. Si on ne met pas ça, pendant les 4 heures, le sang va se coaguler dans la machine. Pour rappel, la dialyse nécessite une courte intervention chirurgicale pour préparer les vaisseaux sanguins à bien supporter la filtration du sang par la machine. En 4 heures, la machine reproduit tout ce que les reins auraient dû faire en quelques jours. La fatigue s'élit sur le visage de notre patient. Sanana Toumi. Ça va dans l'ensemble. C'est mieux que quand je venais, mais je me sens un peu fatigué, mais ça va passer. À la fin de la dialyse, l'infirmier passe au processus de débranchement et recouvre les points de ponction avec un pansement. Père de 3 enfants et enseignant de formation, Sanana Toumé s'est habitué au fil des années à cette routine qu'il avait du mal à accepter. Au début, quand on me disait que la dernière solution c'était la dialyse, j'ai fait plus de 3 nuits sans pouvoir dormir. Psychologiquement, je ne parvenais pas à tenir. Voilà donc ce que vivent tous les dialysés au moins 2 fois dans la semaine. Ce sort réservé aux insuffisants rénaux est pour le moment leur seul moyen de survie. Mais le meilleur traitement reste un bon entourage et un bon soutien familial. Focus Santé. C'est ce numéro de Focus Santé qui met fin donc à ce journal que vous pouvez retrouver sur l'ensemble de nos plateformes digitales grâce à Sekou Traoré à la mise en ligne. Grand merci à Alimata Ouattara qui assure la mise en onde de ce journal avec à la réalisation Lassina Keita, la coordination éditoriale Bourama Traoré. Retrouvé dans quelques instants Famouri Djourté dans Rétro 7, la rétrospective de l'actualité de la semaine, et à 19h30 la grande édition du soir. D'ici là, passez d'excellents moments de radio en notre compagnie. Au revoir.